Bon, allez, c'est parti. Ah bon, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer assez à l'heure car le programme est riche. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay prochainement. Bienvenue à cette série de deux webinaires que nous avons intitulés Vers une santé durable, en référence avec le lien existant entre santé et alimentation durable. Euh, Alors, cette série de webinaires est composée de deux webinaires. Donc, le premier est aujourd'hui avec comme thème la diversification et la végétalisation de l'assiette, c'est-à-dire la diminution des protéines animales et l'augmentation des protéines végétales dans notre alimentation. Le deuxième s'intitule Vers une alimentation moins carnée et il explorera d'autres aspects plus pratiques de l'accompagnement dans les changements alimentaires. Il proposera également des clés de compréhension et des outils pour aborder la consommation de viande et sa réduction. Je vous donne rapidement le déroulé de la soirée. Donc, le menu d'aujourd'hui est composé en entrée d'une intervention d'Hélène Cardinal, qui est directrice à la CPAM de l'Isère, et de moi-même pour faire le lien avec l'action menée par Grenoble-Alpes Métropole sur la transition alimentaire. En intervention, nous aurons ensuite Loïc Blanchet-Mazuel qui interviendra d'abord sur les enjeux de la transition alimentaire et les co-bénéfices santé-environnement. Et il sera suivi par une intervention à deux voix par Anne-Laure Borel et Christophe Moinard sur les conseils nutritionnels en apport en protéines et sur la personnalisation de ces conseils en fonction de la typologie des patients. On terminera par une session de questions-réponses et je vous invite d'ailleurs à vous exprimer dans le chat pour que je puisse collecter vos questions. Il n'y aura pas d'intervention directe, mais je me ferai votre voix auprès des intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame Cardinal. Hélène, c'est à vous. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce premier webinaire organisé en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et l'Université Grenoble-Alpes, consacré, comme vous le voyez, au thème de la santé durable et plus spécifiquement de la diversification et de la végétalisation de l'assiette, avec, comme on vous l'a dit, donc un thème qui porte sur la diminution de la consommation de protéines animales au profit des protéines végétales. Ce thème rentre en résonance assez forte avec les engagements de l'assurance maladie pour la période 2023-2027, qui se traduisent dans son schéma directeur de la transition écologique du système de santé, notamment, qui est en cours d'élaboration et auquel je participe en tant que membre d'une instance nationale qui s'appelle le COPITEC, le Comité de pilotage de la transition écologique de l'assurance maladie. Alors, vous le savez, l'assurance maladie œuvre pour préserver la santé humaine, laquelle est évidemment intimement corrélée à la santé de notre environnement et de nos écosystèmes. Et comme vous le savez, l'assurance maladie lutte contre le développement des pathologies chroniques et cherche à en diminuer la prévalence qui, malheureusement, ne cesse d'augmenter d'année en année. L'OMS estime environ effectivement qu'un quart d'entre elles est due dans le monde aux risques environnementaux, et ce ne sont pas moins de 32 pathologies qui ont pu être identifiées par les experts, et on vous en parlera sans doute dans la suite du propos, en lien direct avec la consommation d'aliments ultra transformés, parmi lesquels notamment les pathologies du diabète, des maladies cardiovasculaires ou encore de l'obésité. Alors nous sommes face évidemment à des enjeux sanitaires majeurs, mais je dirais que la malbouffe, c'est aussi des enjeux financiers majeurs, puisque récemment, un collectif d'associations françaises a estimé à plus de 12 milliards d'euros les dépenses de santé consacrées directement et qui sont directement en lien avec la mauvaise alimentation et ses conditions de production. Dans ce contexte, il est évident que nous sommes tous là pour encourager une alimentation plus végétale, plus équilibrée, décarbonée, qui permet non seulement de réduire notre impact environnemental, mais aussi de prévenir, comme on l'a dit, les maladies chroniques. Et il s'agit pour les professionnels de santé et les acteurs du soin que vous êtes d'un défi, car il n'est pas toujours simple d'aborder ces sujets avec vos patients. Les freins sont nombreux, mais pas insurmontables.
Et c'est pourquoi les différents experts qui vont se succéder et que Marc Jolival vous a présentés vont vous accompagner, vous prodiguer des conseils pour intégrer cette transition alimentaire dans vos pratiques et personnaliser vos approches selon les besoins de vos patients et bien entendu en fonction de leur profil. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire, vivant, dynamique, et je reste bien sûr auprès de vous, y compris pour répondre à vos questions à la fin de cette séquence. Merci à vous. Merci Hélène. Alors je reprends très rapidement la parole pour faire le lien avec le Grenoble-Alpes Métropole. Donc moi je suis Marc Jolibalt, vétérinaire et chargé de mission au sein du service participation citoyenne de Grenoble-Alpes Métropole, plus particulièrement au sein du projet Débat pour le climat. C'est un projet qui est né des suites de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat en 2022 et dont l'objectif est de porter les messages clés de la transition écologique. Alors, cette année 2024, on s'est concentré sur la transition alimentaire autour de 3 messages principaux que je vous montre rapidement, qui sont la diminution de viande rouge, l'augmentation de la consommation de produits bio et locaux et la diminution des déchets alimentaires. Au sein de ce grand projet, on a animé des temps d'échange avec tout un ensemble de professionnels, dont des professionnels de santé, et nous avons aussi soutenu l'équipe prévention de la CEPAM de l'Isère dans la création de ce webinaire. Je vous laisse d'ailleurs aller sur le site débatpourleclimat.fr si vous souhaitez plus d'infos sur les actions portées par Grenoble-Alpes Métropole. Je profite de ce temps de parole pour remercier la CPAM de sa confiance et de la collaboration qu'on a pu avoir autour de ce sujet d'importance cruciale. Alors, sans transition, je vous présente le premier intervenant. Il s'agit du docteur Loïc Blanchet-Mazuel, qui est médecin généraliste remplaçant dans la région Rhône-Alpes. Il est membre actif de l'Alliance Santé Planétaire, une alliance qui regroupe notamment des professionnels de santé et dont la mission est de diffuser le concept de santé planétaire, c'est-à-dire l'interdépendance de la santé humaine avec le reste du vivant. L'Alliance Santé Planétaire agit dans le but de développer des solutions pour un monde équitable, durable et sain. Loïc est aussi membre du groupe de travail Santé Planétaire du Collège de la médecine générale et il participe à la formation des internes de médecine générale sur ces sujets à la faculté de Grenoble. Et enfin, il intervient dans le diplôme universitaire de santé durable et santé planétaire à Lyon. Loïc, c'est à toi. Je vais arrêter mon partage et je te laisse partager ton écran. Merci Marc. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci de votre présence. Donc, voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, une diapo rapide pour présenter ma déclaration d'intérêt. Le QR code vous permet d'accéder à l'ensemble de la déclaration. En lien avec cette présentation, je fais partie, donc, comme l'a dit Marc, du groupe de travail du Collège de la médecine générale et dans ce cadre-là, je suis indemnisé pour les travaux qu'on réalise. Et sinon, je participe bénévolement dans différentes associations qui sont notées sur là, donc l'Alliance Santé Planétaire en particulier, et puis d'autres associations en lien avec l'alimentation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de changer notre assiette. Est-ce que c'est une nécessité? On va pouvoir réfléchir autour de cette question et au travers notamment des impacts sur la santé humaine et sur la santé planétaire. Et puis on parlera aussi un petit peu de co-bénéfices. Alors, quel impact sur la santé humaine? On a évoqué déjà les maladies non transmissibles. Et ici, vous avez une infographie issue du Global Burden of Disease qui reprend les causes de mortalité au niveau mondial en 2019, avec, comme vous pouvez le voir sur la gauche, les 3/4 des maladies non transmissibles enfin, les 3/4, pardon, des décès sont liés à des maladies non transmissibles, au premier rang desquelles on va trouver les maladies cardiovasculaires, suivies des cancers, et qui sont bien loin devant les maladies infectieuses, par exemple. Et l'alimentation, dans ce cadre-là, est directement ou indirectement impliquée dans la plupart de ces maladies dites de civilisation.
Un petit zoom sur la France avec des données ici de 2021 sur la mortalité qui est classée donc par facteur de risque. En rouge, vous avez la mortalité qui est en lien direct avec l'alimentation, que ce soit une consommation insuffisante de céréales complètes, de fruits et légumes, de noix par exemple. Euh, donc ces maladies-là directement liées à l'alimentation représentent à peu près 40 000 décès, un peu plus, euh, ce qui représente plus que l'alcool, les drogues, le tabagisme passif uniquement et les rapports sexuels non protégés réunis. Donc c'est quand même assez important. Si on élargit le spectre aux maladies pour lesquelles l'alimentation joue un rôle indirect, comme l'hypertension, l'obésité, le diabète, là on a plus de 175 000 décès sur à peu près 600 000 en France par an. Si on regarde les principaux déséquilibres nutritionnels, la ligne 100, là, 100%, représente la référence proposée par les scientifiques du HIT-Lancet comme recommandation nutritionnelle permettant de couvrir les besoins tout en respectant les limites planétaires. Et donc, pour chaque catégorie d'aliments, vous avez la première barre qui représente la consommation au niveau global, et puis chaque barre ensuite une région du monde. Sans voir le détail, visuellement, on peut voir que les aliments d'origine animale sont plutôt au-delà des recommandations, au-delà de la ligne 100, et puis les pommes de terre aussi, les starchy vegetables. Et puis, à l'inverse, les végétaux, en particulier les légumineuses ici, legumes en anglais, et puis les noix sont vraiment bien en deçà des recommandations. Avec un cas particulier un peu pour le poisson, puisque la consommation globale est plutôt insuffisante, euh, alors que pour autant les stocks sont exploités en état de surexploitation à plus de 30% selon la FAO, et il y a 2 tiers, donc quasiment l'ensemble des stocks restants qui est en exploitation maximale. Il n'y a pas tellement de marge d'augmentation possible de ce côté-là. Côté français, ici, c'est l'étude Esteban qui s'est intéressée à l'adéquation entre la consommation des Français et les recommandations du PNNS, donc le Programme national nutrition santé, avec des chiffres qui représentent le pourcentage d'adéquation entre la consommation déclarée et les recommandations nutritionnelles. Si vous regardez notamment côté oléagineux et légumineuses, pardon, on est très loin des recommandations, avec près de 90% des personnes qui ne les satisfont pas. Pour la viande rouge et la charcuterie, où c'est des recommandations à ne pas dépasser, à l'inverse, il y a 1 tiers et 2 tiers des participants qui dépassent ces recommandations. Et donc, le résultat, c'est que 90% des adultes n'atteignent pas les 25 grammes de fibres recommandées par jour, notamment. Si on regarde plutôt l'impact sur la santé de la planète, l'ADEME estime que l'empreinte carbone des Français est pour un quart liée à leur alimentation, entre 22 et 37% selon les estimations, mais retenir un quart, c'est plus facile. Si on regarde l'occupation des terres qui est en lien avec l'alimentation, donc sur ce schéma, vous avez les terres agricoles qui représentent 45% des terres habitables. Et sur ces 45% de terres agricoles, 80% sont dédiés à l'élevage, donc incluant à la fois l'espace utilisé par les animaux eux-mêmes et aussi l'espace utilisé pour produire l'alimentation qui est donnée aux animaux. Et ces 80% de terres permettent de produire 17% des calories globales et 38% des protéines qui sont ensuite consommées par les humains. Du côté de la production végétale, c'est 16% des terres agricoles qui sont dédiées et qui permettent de produire 83% des calories et 62% des protéines. Donc l'élevage n'est pas un système très efficace du point de vue en tout cas des terres occupées. Si on zoome un peu sur les produits et qu'on regarde la quantité de gaz à effet de serre nécessaire pour produire 1 kilo d'aliments, en prenant en compte donc, toutes les étapes de la production, que ce soit les terres utilisées, la production en elle-même, l'alimentation animale, la transformation, le transport et l'emballage et aussi le gaspillage. En rouge, là, vous avez donc les aliments d'origine animale et en vert, ceux d'origine végétale. Et le transport, il est juste là.
en tout cas pour l'exemple du bœuf. Donc, il est relativement marginal. Il y a cet article-là qui reprend aussi l'idée en disant qu'à peu près 5% des gaz à effet de serre de l'alimentation est lié au transport. Euh, pour les végétaux, ça peut aller jusqu'à la moitié des gaz à effet de serre, puisque leur impact global, et en particulier lié à la production, est beaucoup plus faible. Donc, à l'inverse, le transport représente une part plus importante. On peut se questionner parfois sur l'intérêt des protéines animales qui seraient produites durablement versus des protéines végétales. Et ici, sur cette infographie, donc ils ont étudié l'amplitude des modes de production en regardant pour un même produit, donc là, c'est 100 grammes de protéines, les différences qui peuvent être très importantes en termes d'impact. Par exemple, pour 100 grammes de protéines de bœuf, on a une moyenne de 25 kg de CO2 émis. Mais dans les élevages les plus vertueux, ça peut descendre à 9 kilos. Ça peut monter jusqu'à plus de 100 kilos pour les moins vertueux, mais en tout cas, le minimum, là, dans cette étude, c'est 9 kilos. Idem pour le fromage et le porc, c'est plutôt 4,5 kilos, etc. Et du côté des végétaux, pour comparer, j'ai regardé ceux qui avaient le plus fort impact, donc qui étaient les moins vertueux pour une même quantité de protéines. Côté légumineuses, on est à un peu moins d'1 kilo. Côté oléagineux, on est à 2,5 kg à peu près. Donc ici, on voit que même la protéine végétale la moins vertueuse est généralement aussi impactante, voire moins impactante que la protéine animale la plus vertueuse. On parle d'alimentation durable depuis le début, sans l'avoir vraiment définie. Ici, je vous ai remis la définition de la FAO, donc l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui en 2019 établissait que c'était des habitudes alimentaires en fait exerçant une faible pression et un faible impact environnemental, tout en étant accessible, sûr et équitable. Et elle précise donc que ça doit être aussi culturellement acceptable, et c'est ce point-là qui est parfois un petit peu plus difficile, en développant le fait que les maladies non transmissibles, elle doit permettre de réduire les maladies non transmissibles et prévenir la malnutrition, tout en préservant la biodiversité et la santé de la planète. L'OMS s'est aussi penché sur cette question-là avec un rapport sur les alimentations à prédominance végétale et leur impact sur la santé, la durabilité et l'environnement. Et elle conclut qu'il y a de nombreux éléments qui sont détaillés dans le rapport qui plaident en faveur d'une réorientation des populations vers des alimentations saines, majoritairement végétales, en précisant que celles-ci réduisent ou éliminent la consommation de produits animaux. Donc, elle inclut les alimentations végétariennes ou végétaliennes dans ce rapport. Si on regarde du côté de l'ADEME, sur le site Nos Gestes Climat, qui permet de calculer son empreinte carbone individuelle, il donne des conseils pour améliorer son bilan avec différentes actions possibles que je vous ai remis ici. Et pour avoir en tête les ordres de grandeur, la taille des gestes ici est proportionnelle à l'impact attendu. Donc, les trois derniers, là, en tout petit, qu'on voit à peine, c'est manger local de saison ou remplacer le thé par du café. Dans les gestes qui sont proposés, les actions les plus impactantes sont généralement autour de la réduction de produits d'origine animale. Ce qui me permet d'enchaîner avec les co-bénéfices. Donc, les co-bénéfices, en fait, c'est les choix quotidiens et changements clés que les personnes ou patients, parce que c'est l'Organisation des médecins de famille qui a donné cette définition, peuvent faire dans leur propre vie et qui conduisent simultanément à un bénéfice à la fois pour leur propre santé et puis pour celle de l'environnement. D'où le terme de co-bénéfice. Et on va voir rapidement quelques co-bénéfices. Donc, tout d'abord sur la santé, avec ici une étude de modélisation qui s'est intéressée, donc à partir des données que je vous présentais précédemment du Global Burden of Disease, à modéliser l'effet des changements alimentaires, ici avec les différents traits de couleur, selon l'âge auquel ils sont entrepris, en abscisse, et le gain potentiel en termes d'espérance de vie qui est en ordonnée. Et on peut voir que plus le changement est effectué tôt dans la vie, plus l'impact sur l'espérance de vie est grand, ici par exemple. Mais ça montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, même passé 60 ou 70 ans, on peut garder quand même un bénéfice qui va être ici sur l'espérance de vie, avec tout en haut les légumineuses, augmenter la consommation de légumineuses, les céréales complètes, les noix, et puis des actions plutôt de diminution de la viande rouge ou de la viande transformée. Ils ont défini deux régimes, un qui est optimal et puis un autre qu'ils ont qualifié de plus réaliste avec des
des proportions différentes de changements, mais avec un bénéfice sur l'espérance de vie jusqu'à 13 ans, et puis des décès évités de façon assez importante. De façon chiffrée, ça donne ça sur les régimes qu'ils ont modélisés avec le faisable et l'optimal. Et puis, ils proposent aussi un outil qui est accessible en ligne qui permet de modéliser différents autres régimes. Donc là, je l'ai fait pour un régime végétarien pour voir ce que ça pouvait donner en termes d'espérance de vie d'après leur calcul. Un co-bénéfice santé aussi du côté de l'étude Nutrinet, qui est une cohorte française depuis 2009, qui là, dans cette publication, a suivi des omnivores, des végétariens et des végétaliens, et a comparé en fait leur régime, leur recueil alimentaire sur quelques jours avec les recommandations nutritionnelles, et s'est aperçu que les végétariens étaient ceux, en tout cas dans l'étude, qui, qui, qui correspondaient le plus aux recommandations, qui avaient le moins de risque de carence. Si on regarde du côté du portefeuille, pour avoir quelque chose qui soit aussi accessible pour les populations, ici, vous avez donc une autre étude de modélisation sur les coûts, avec sur la gauche, ici, et là, c'est le coût moyen d'une alimentation, on va dire, classique, avec ensuite une alimentation avec plus de poissons, et puis des alimentations de plus en plus végétales, plus on va vers la droite, au niveau global et pour les pays à riches revenus, avec une diminution globale du coût, plus on végétalise l'alimentation, et en particulier si on intègre les coûts externes à l'horizon 2050. Donc les coûts externes, c'est notamment la prise en charge des maladies qui sont liées à l'alimentation. On observe une réduction potentiellement assez importante. Et je termine sur les co-bénéfices donc pour la planète. Ça, c'est un graphique issu des travaux du GIEC qui montre, en fonction du changement d'alimentation, donc avec tout en bas le régime méditerranéen, tout en haut une alimentation végétalienne, le potentiel de réduction de gaz à effet de serre si l'ensemble de la population adoptait ce type d'alimentation. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu le potentiel de réduction qui va de 3 gigatonnes de CO2 pour un régime méditerranéen jusqu'à 8 pour une alimentation beaucoup plus végétalisée. Donc pour conclure sur l'introduction, l'alimentation est vraiment un puissant outil en santé planétaire qui est accessible à tout le monde. Les professionnels de santé donc, ont un rôle clé à jouer auprès des patients, et la végétalisation, en tout cas au moins partielle, est un levier important sur la santé, la justice sociale et l'écologie. Et je repasse la parole à Marc. Merci beaucoup. Eh ben, sans transition, je vais présenter les deux intervenants suivants. Et je rappelle que on attend vos questions par le chat. Hein, donc, les micros sont volontairement coupés, mais vos questions sont les bienvenues. Et je les donnerai aux intervenants à la fin de leur intervention. Alors, je vous présente le professeur Anne-Laure Borel, qui est professeure des universités et praticienne hospitalière en nutrition au centre hospitalier Grenoble-Alpes. Anne-Laure travaille dans le service endocrinologie, diabétologie, nutrition, et elle est responsable du centre spécialisé de l'obésité Grenoble-Arc-Alpin. Elle est coordinatrice du pôle médecine des spécialités. Et pour terminer, Anne-Laure est co-autrice de nombreux articles, notamment sur la prise en charge médicale et chirurgicale du diabète de type 2 et de l'obésité complexe. Professeur Christophe Moinard, professeur de nutrition à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au sein du LBFA, le laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée. C'est une structure multidisciplinaire réalisant une recherche translationnelle allant de programmes de recherche fondamentale jusqu'au lit du malade. Christophe est aussi directeur de la structure fédérative de recherche SIGNE, dont le but est de favoriser la coordination des multiples disciplines de l'UGA autour du domaine de la nutrition pour leur donner une meilleure visibilité tant locale que nationale ou internationale. Et enfin, il faut noter ses publications sur l'intérêt de la citrulline en tant qu'acide aminé non essentiel favorisant la préservation de la masse maigre. Je crois que, alors, c'est toi qui prends la parole en premier. Oui, tout à fait.
Allez, Tchouk. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop là. Ok. Ouais, écoute, merci Marc pour cette introduction et puis merci Loïc pour cette première partie qui était déjà plus qu'introductive, qui était déjà très riche, qui va permettre que moi je puisse m'attarder un petit peu plus doucement sur le choix que j'ai fait, c'est de prendre deux, trois études clés, mais sur lesquelles on va pouvoir passer un peu plus de temps. Et puis aussi, bah, je te remercie. Grâce à toi, j'ai découvert cette initiative du Lancet autour de cette alimentation durable, dont on a finalement une connaissance, nous, par le biais de la santé, mais qui s'est vraiment enrichie de cette, qu'on va présenter là, et puis qui s'est vraiment enrichie d'une réflexion sur le long terme, avec réellement de la modélisation précise, qui amène quand même de l'espoir de pouvoir concrètement changer les choses. Donc, dans la continuité un peu de ce que tu as présenté, Loïc, on a dans le Lancet 2024, là, un, un détail de tous les impacts sur la santé des changements du climat. Donc, entre autres sur l'aspect alimentaire, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, ben, on voit aussi un petit peu comment cela impacte la santé respiratoire, le sommeil, etc. Heu, sur l'aspect alimentaire, finalement, ce qui est pas mal, c'est le focus fait sur l'évolution récente et donc ce qui est noté, c'est qu'entre 2016 et 2021, bah, le nombre de décès annuels liés à l'alimentation augmente encore, plus 8%, ce qui est, 141 augmentation de plus 141, plus 144 décès pour, 100 000 personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains sont spécifiquement attribués 315 000 supplémentaires par faible consommation des aliments recommandés, hein, comme les céréales complètes, légumes, légumineuses, et 150 000 dus à une forte consommation de ce qu'il est moins, la viande rouge, ou 70 000 dus à une forte consommation de produits laitiers qui finalement a un impact négatif sur la santé au travers notamment de son gras saturé, dérivé du lait. Et puis la charge de morbidité, bah, elle est surtout portée par les pays avec un index de développement humain, élevé, plus 13 décès pour 100 000 personnes dans ces pays, depuis, 4 ans, entre 2016 et 2021. Ensuite, proportionnellement, un peu moins fort sur les pays avec index, développement humain élevé ou moyen, encore un peu moins et très peu d'augmentation des décès de ce point de vue-là sur les index faibles. Alors, en miroir de ça, l'impact sur le climat de cette évolution récente entre 2016 et 2021, eh bien, les émissions agricoles mondiales ont augmenté encore de 2 à 9%, et là-dedans, 56% correspond à, comme tu nous l'as montré, à la production de viande rouge et de produits laitiers. Euh, Peu d'émissions, sans doute, dans les pays à index de développement humain faible et moyen. Dans les pays à index de développement humain élevé, ça augmente depuis 90, ça a tendance quand même à ralentir, mais ça continue d'augmenter. Et peut-être une lueur d'espoir, dans les pays à index de développement humain très élevé, les émissions basées sur la consommation ont diminué de 6 à 2 entre 2016 et 2021, mais en relativisant cette bonne nouvelle parce que ces pays restent tout de même les plus gros producteurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les sources de protéines que l'on mange et le risque de mortalité? Il y a beaucoup de travaux. Moi, j'ai choisi de vous monter cette étude parce qu'elle est de très bonne qualité et puis en plus parce qu'elle concerne des soignants. Elle a été faite à partir de cohortes de soignants aux États-Unis, donc je trouve qu'on va se projeter encore mieux. Donc, il y a une cohorte qui correspond à la Nurses Health Study, qui correspond à 121 700 infirmières femmes diplômées américaines entre 30 et 55 ans au début de l'étude en 1976 et qui ont été suivies dans le temps. Et puis une autre cohorte de Health Professional Follow-up Study, qui est, elle, des hommes, des professionnels de santé masculins, 51 000, âgés de 40 à 75 ans en 1986. Le design de l'étude, c'est que des questionnaires ont été établis au départ, puis tous les 2 ans sur les aspects de mode de vie et de données médicales. Et puis, il y a un Food Frequency Questionnaire qui a été répondu tous les 4 ans, avec un très haut taux de suivi dans cette étude, 95% dans la Nurses Health Study et 95 dans l'autre Health Professional Follow-up Study. Alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'on appelle en fait,
Cette étude s'intéresse aux sources de protéines mangées par les participants à la cohorte et l'impact sur leur pathologie, leur mortalité. Donc les sources de protéines animales, c'est les viandes rouges, transformées, non transformées, volailles, produits laitiers, poissons, œufs. Végétales, c'est pain, céréales, pâtes, noix, haricots, légumineuses. Alors d'abord, ce graphe qui nous montre quelle a été l'évolution dans ces cohortes de la consommation des protéines animales et des protéines d'origine végétale. Bon, bah, on voit quand même que depuis 1980, on a une tendance à la baisse, à la consommation de protéines animales. Donc les messages quand même portés sur les dangers peut-être de la viande rouge ou une préoccupation écologique croissante font qu'on voit quand même cette consommation de protéines animales décroître. Alors qu'il y a une augmentation relativement modeste, de la concentration de consommation de protéines d'origine végétale. Donc dans cette étude, bon, c'est pas super, ça rend pas super, net, ici. Dans cette étude, vous avez, donc le surrisque de mortalité cardiovasculaire qui est associé à la consommation de protéines d'origine animale. Donc quand on regarde la mortalité toute cause, on n'a pas, d'impact significatif. Quand on regarde la mortalité par cancer, dans cette étude en tout cas, on n'a pas d'impact significatif. Et puis quand on regarde la mortalité cardiovasculaire, eh bien, quand on regarde seulement la consommation de viande, on a un surrisque qui est assez important. Et puis quand on réalise des ajustements pour tous les facteurs de risque associés sur le mode de vie, sur l'indice de masse corporelle, etc., cet effet s'atténue parce qu'il se trouve que les gens qui mangent le plus de protéines d'origine animale sont aussi ceux qui ont un mode de vie global un peu moins sain, un peu moins favorable pour la santé. Donc quand on tient compte de ces cofacteurs, eh ben, on atténue le rôle, mais il reste significatif et on voit qu'on augmente significativement, qu'il y a une tendance, plus on en mange, plus on est à risque. Enfin, pas tout à fait une tendance, puisque quand on en mange un petit peu, ben, on est vraiment sensiblement pareil que pas du tout. Et puis par contre, plus on augmente, plus ça devient significatif. Et en tout cas, sur cette tendance, elle sort statistiquement significative. Deuxième chiffre important de cette étude, et bien sûr la consommation, la protection liée à la consommation de planches de protéines d'origine végétale. Là aussi, le risque est démontré alors cette fois, il est démontré également, j'aurais pu le mettre en rouge d'ailleurs, sur toutes les causes, toute l'origine des causes de mortalité. Donc, on a une protection. Plus vous mangez de protéines d'origine végétale, plus vous êtes protégé en mortalité toute cause. Et ça persiste même une fois qu'on a fait ces fameux ajustements sur tous les autres facteurs de risque, ou de facteurs de mode de vie. Et puis sur la santé cardiovasculaire, également, y compris après ajustement, on reste sur une protection liée à la consommation plus importante de protéines d'origine végétale. Pas de rôle une fois qu'on a fait les ajustements sur le risque de cancer dans cette étude. Alors, plus en détail, quand on regarde les risques associés au type de protéines animales, c'est quand même vraiment, comme on le disait, la viande rouge, qui porte le plus grand risque santé, notamment par sa richesse en gras. Et on va parler ensuite de l'impact, mais on l'a dit, c'est aussi celui qui a l'impact le plus délétère sur l'environnement. Donc ici, il y a quelque chose qui tombe sous le sens, en termes de co-bénéfice, comme le disait tout à l'heure Loïc. Win-win, comme on dit. Et puis, dans cette étude, on a quand même une chose qui m'a surprise, moi, c'est une association entre consommation d'œufs et un surrisque de mortalité qui n'était pas dans mes connaissances. Je ne suis pas sûre que ça a été reproduit forcément dans d'autres cohortes. Alors, cette étude faisait un petit calcul statistique en disant quelle serait l'évolution du risque si on substituait 3% des apports en protéines animales par l'équivalent en protéines végétales sur les différentes causes de maladie ou de mortalité. Donc, sur la mortalité toute cause, si vous changez 3% par exemple, si vous diminuez de 3% la viande rouge par rapport à votre habitude, eh bien, vous allez vous protéger de tout cela. Si vous mettez des protéines d'origine végétale à la place de cette viande rouge, vous avez une très forte progression. Également pour les viandes rouges non transformées, mais moins fortes. Et puis finalement pour tous les produits animaux. Donc c'est en miroir de ce qu'on vient de dire, avec un très fort impact de la viande rouge. Sur les maladies cardiovasculaires, d'autant plus, sur la viande rouge. Et puis sur le cancer, c'est moins évident, mais on retrouve ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire dans cette étude, le rôle délétère de la consommation d'œufs.
Voilà, c'est 3%, ça paraît pas complètement inatteignable pour obtenir un vrai bénéfice en santé. Alors, deuxième étude, méta-analyse, celle-là, d'un tout petit peu d'études, hein, 111 études de cohorte. Donc c'est rare qu'on ait quand même autant d'études observationnelles sous la main qu'on peut analyser en méta-analyse. Donc là, la preuve est vraiment assez robuste, surtout que dans ces études, elles ont été sélectionnées sur leur qualité. Et donc là, je vous ai montré, parce que un seul cancer, parce qu'il dissociait les cancers purement coliques, des cancers rectaux et des cancers colorectaux, mais en substance, les risques sont les mêmes pour les mêmes types d'aliments. Donc en vert, je vous ai mis ce qui était protecteur, hein, la consommation de céréales complètes, la consommation de légumes, et puis ce qui est à risque, viande rouge transformée, viande rouge, viande transformée tout court. Et puis, protecteur parfois par contre pour le risque de cancer, c'est la consommation de produits laitiers, semble-t-il, et délétère, la consommation d'alcool, ça c'est bien connu également, pour ce cancer colorectal. Alors, le Lancet est décidément un journal qui a vraiment un fort intérêt, dans sa ligne éditoriale autour, à la fois des préoccupations, écologiques, mais aussi des préoccupations sociales. Donc c'est pas étonnant de voir, de nombreuses publications, qui ont ce focus-là, très important pour nous tous. Et donc là encore, 2024, une étude qui sort sur l'effet de la réduction, des apports en viande rouge sur la santé des populations. Donc c'est concordant avec ce que nous disait Loïc. Le nombre de pathologies évitées aux USA par la réduction de 30%. 30%, c'est pas rien quand même, mais 30% des apports en viande rouge, hein, on ne dit pas de les supprimer complètement, non transformés, transformés ou diminution des deux. Et donc, on voit le nombre de cas de diabète de type 2 qui seraient évités, hein. Vous voyez que c'est quand même conséquent, hein, on atteint le million, de maladies cardiovasculaires et de cancers colorectaux. Donc tout ça, cet abaissement dans les simulations serait très protecteur. Donc finalement, ça nous amène à un constat de santé qui est partagé par ce cortège de preuves, hein, parce qu'on a énormément d'études de modification des habitudes de vie, de régimes de toutes sortes, etc. Mais ce qui émerge de l'ensemble de la connaissance scientifique accumulée autour de qu'est-ce que c'est une alimentation saine, bah, ça se résume dans ces 5 points que vous connaissez probablement. Petit 1, que les sources de protéines soient principalement végétales, y compris le soja ou d'autres légumineuses et les noix. De pouvoir manger du poisson ou d'autres sources d'acides gras riches en oméga 3 plusieurs fois par semaine, avec une consommation facultative modeste de volaille et d'œufs, et une faible consommation de viande rouge ou voire aucune, en particulier aucune viande rouge transformée. Deuxième point, des graisses qui doivent provenir principalement de sources végétales insaturées, avec une faible consommation de graisses saturées, pas d'huile partiellement hydrogénée. 3, des glucides provenant principalement de céréales complètes avec une faible consommation de céréales raffinées et moins de 5% d'énergie provenant de sucre. Et puis 5 portions de fruits et légumes par jour, à l'exclusion des pommes de terre, hein. Ça compte pas. Donc pour moi, c'est raté pour aujourd'hui, par exemple. Parce que purée à midi à l'hôpital, bah, je suis pas bonne, hein, voilà. Donc pommes de terre, ça compte pas dans les légumes. Et puis une consommation modérée de produits laitiers. Alors pourquoi modérée de produits laitiers? Parce qu'il y a eu longtemps, des recommandations, diverses et variées, hein, sur la consommation de lait, qui étaient, très poussées pour dire qu'il fallait, se protéger contre l'ostéoporose, le risque de fracture. Or, il n'y a pas de lien très net entre une consommation élevée de produits laitiers et une réduction du risque de fracture. Donc finalement, il faut en prendre, mais pas forcément beaucoup. Mmh. Avec, le problème que ces produits laitiers sont par ailleurs riches en gras saturés. Donc je vous remets ici, alors là, on vous parle d'une étude plutôt d'un rapport, hein, qui est très intéressant à lire si vous voulez aller plus loin. C'est la commission du Lancet, Eat Lancet Commission on Healthy Diet, donc sur les alimentations saines et durables. Donc qui fait vraiment un rapport très détaillé qu'on ne peut pas vous rapporter ici dans l'exhaustivité, parce que ça adresse aussi les questions de dénutrition et de ce qu'il faut faire pour s'en prémunir dans le monde. Donc là, on a fait un focus sur ce qui nous concerne le plus dans nos sociétés, mais la lecture de ça à titre culturel est vraiment passionnante. Et donc, à l'issue de ce consortium qui fait d'abord donc le point sur les bénéfices santé, de quelle est l'alimentation la plus favorable pour la santé, et puis par ailleurs sur l'impact de l'alimentation
sur le climat que nous a bien détaillé Loïc déjà, eh bien, ils aboutissent à la proposition de recommandations de consommation qui soient dans le co-bénéfice en bon français, comme le disait Loïc, ou dans le win-win, comme je le disais moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que finalement, on va favoriser à la fois la bonne santé et la planète avec une alimentation qui a été vraiment réfléchie pour se dire, bah, si on fait ça, on va pouvoir soutenir l'alimentation de 10 milliards d'individus, qui est la projection de la population mondiale en 2050. Et ça, c'est pour une diète de référence qui serait à 2 500 kilocalories par jour. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que il disait on a choisi 2 500 parce qu'on veut être réaliste, puisque par ailleurs, on demande aux gens de faire plus d'activité physique, donc il faut quand même soutenir énergétiquement cette activité physique. Donc c'était réaliste de prendre cette dépense énergétique-là. Donc vous voyez qu'on retrouve les recommandations de la page précédente avec, en fait, entre parenthèses, quelque chose qui correspond à un range, enfin la consommation minimum conseillée et maximum, parce qu'il y a des choses finalement, si vous n'en mangez pas, c'est compatible aussi, hein. Si on décide de ne plus manger de viande, eh ben, on est bon pour la santé. Si on en mange un peu, sans exagérer, on est bon pour la santé aussi. Donc vous voyez, sur le bœuf ici et l'agneau, eh ben, on prend des grammes par jour recommandés à 7 grammes, mais qui peuvent varier de 0, hein, on peut très bien, c'est compatible avec une alimentation végétarienne, ou 14. Et puis comme le montrait Loïc, eh ben, en miroir, vous avez ici où on en est par rapport à ces recommandations, à la fois valables pour la santé, mais valables pour la planète, et pour la capacité de la planète à nourrir 10 milliards d'individus en 2050. On est encore dans ce besoin d'accentuer ce changement de comportement qui semble quand même avoir pris un peu un virage, mais d'accentuer ce changement de comportement vers la consommation de moins de viande en général et de moins de viande rouge en particulier. Alors, Loïc en parlait, est-ce que ce changement est culturellement acceptable? Alors, vous avez ici un- un paragraphe qu'on va pas détailler comme ça, mais finalement, dans cet article, c'était un encart pour dire, mais en fait, la plupart des diètes traditionnelles dans beaucoup d'endroits du monde sont tout à fait compatibles avec cette alimentation-là. Donc le modèle le plus connu et le plus étudié, hein, c'est celui de la diète végétarienne que certains d'entre vous auront peut-être reconnu, que je présente ici sous forme illustrée, qui conseille exactement ce qu'on vient de dire, hein, des apports principalement riches en légumes, puis quand on prend des protéines animales, qu'elles soient plus tournées vers les produits de la mer, avec un peu moins de produits de viande blanche et vraiment très peu de viande rouge, le tout dans une ambiance qui doit être conviviale, axée sur le goût, la dégustation, le plaisir, pour que l'alimentation soit toujours, ce qu'elle est dans notre culture, hein, très importante et au centre de la convivialité. Et donc cette diète méditerranéenne, bah, c'est pas la seule dans le monde à être favorable, avec des variations selon les cultures. Donc Mexique, Inde, Chine, Ouest, Afrique de l'Ouest sont de toute façon culturellement de faibles consommateurs de viande rouge, qui ne mangent que dans certaines occasions et en petite quantité. Et puis, ils mangent pas non plus de produits laitiers parce que c'est des consommations des populations où il y a énormément d'intolérance au lactose, puisque finalement la tolérance au lactose, c'est quelque chose qui a été acquis dans les populations humaines qui ont migré dans le nord de l'Europe parce qu'elles ont survécu grâce à l'élevage, dans des contrées qui étaient froides à l'époque et peu propices à l'agriculture. Donc cette tolérance au lactose, bah, c'est loin d'être le cas dans le monde entier et donc ces 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 pays-là ont naturellement fait une faible consommation en produits laitiers. Et puis on a aussi l'Afrique de l'Ouest, hein, qui, se distingue par le fait, et l'Asie, alors les noix en Afrique de l'Ouest, l'Asie, beaucoup de soja, beaucoup de légumes, Mexico, Inde, Rwanda. Donc, vous voyez, on est finalement dans des recommandations qui s'adaptent à de larges, variations dans les cultures et qui sont aussi, compatibles avec des gens qui, pour des raisons, écologiques, et de conviction, voudraient, se passer complètement de viande. Ça permet on peut également complètement s'en passer et adopter une diète végétarienne. Ça reste, quelque chose de favorable pour la santé. Voilà un petit peu où je voulais m'arrêter avant de passer la main à Christophe qui lui était chargé d'amener des nuances en fonction de la typologie des âges de la vie. Merci Anne-Laure. Et donc effectivement, je vais poursuivre en allant effectivement exactement dans le même sens que les deux. Alors attendez, je partage
ma présentation et apporter effectivement des cas où il faudra être vigilant et avoir effectivement un discours qui soit plus nuancé en fonction des patients que vous pouvez avoir. Alors, attendez, hop. C'est bon, vous voyez ma présentation? Parfait. Et donc effectivement, on mange trop de protéines animales, il faut recommander des protéines végétales comme vous l'ont dit Loïc et Anne-Laure, mais que finalement cette recommandation doit être un petit peu affinée en fonction des populations. Et c'est souvent vrai en nutrition, il est difficile de faire une recommandation pour une population générale. On peut difficilement faire quelque chose qui est valable pour tout le monde puisque en fonction, en fonction des âges en fonction des âges de la vie, eh bien, on va avoir une physiologie, des besoins qui vont être différents et en fonction de ces besoins, bah, il faudra les adapter. Et sur le plan nutritionnel, en particulier sur l'apport en protéines, il va y avoir des phases où effectivement l'organisme peut être à risque de carence protéique et qui peuvent avoir des conséquences particulièrement majeures. Ça va être éventuellement le cas chez l'enfant et il faut toujours avoir en tête que l'enfant est un être en croissance staturo-pondérale et neuropsychologique et que parfois un certain nombre de personnes calquent les besoins qu'ils ont eux sur les besoins, sur leurs propres besoins. Non, il faut effectivement être vigilant. On peut parfaitement effectivement réduire la portion de protéines animales, mais de faire attention que les carences peuvent avoir des conséquences à long terme. Alors quand vous regardez les recommandations de la Société française de pédiatrie, qui recommande en particulier chez les adolescents 2 portions carnées par jour. C'est pas tant pour l'apport en protéines, puisqu'on peut arriver à le couvrir à cet âge-là, il n'y a pas de problème pour couvrir vos besoins en protéines avec des protéines végétales, c'est surtout pour l'apport en fer, puisque le fer d'origine végétale est relativement peu assimilé et peu absorbé par l'organisme. Autre situation, mais je ne vais pas m'y attarder, c'est effectivement chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes, en général, sont bien suivies pendant leur grossesse. Et le cas qui est effectivement le plus problématique et le plus sensible, c'est le cas de la personne âgée. Alors, les personnes âgées, juste vous représentez ce travail de données fourni par un ami, Xavier Buterne, chef de service de gastro à Nice, qui montre bien qu'il s'intéresse depuis longtemps, j'allais dire, au problème de la dénutrition chez les personnes âgées. Et il faut avoir en tête qu'au fur et à mesure où on vieillit, eh bien, on va perdre sa masse musculaire. C'est un phénomène connu et en gros, entre 25 et 50 ans, on perd la moitié de ses muscles et il faut avoir en tête que quand on regarde en termes de trajectoire de santé, plus on va vieillir, l'élément clé du vieillissement réussi, c'est de maintenir sa masse musculaire, à la fois sur le plan fonctionnel, mais également sur le plan métabolique. Votre masse musculaire, quand vous êtes âgé, même quand vous êtes plus jeune, mais surtout quand vous êtes âgé, va être votre capacité de réponse métabolique aux différentes situations d'agression qu'on peut vivre au cours de la vie. Et le problème, c'est quand on vieillit, eh bien, la perte de masse musculaire, elle devient irréversible. Et ici, vous avez une coupe d'IRM d'une cuisse, une personne adulte à droite, et une personne âgée à gauche, où effectivement la perte de masse musculaire se fait progressivement. Et vous voyez aussi, en gros, on en perd la moitié. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez perdu cette masse musculaire, vous n'arrivez pas à la récupérer. Chez la personne âgée, la perte de masse musculaire est quasiment irréversible. Et cette perte de masse musculaire, ces modifications du métabolisme musculaire sont liées au fait que les personnes âgées ne savent plus, j'ai pas le temps malheureusement d'entrer dans le détail, mais on a de profondes modifications du métabolisme des protéines et surtout, elles ne savent pas, en gros, assimiler correctement. C'est pas un problème d'absorption, mais c'est un problème de métabolisme. C'est-à-dire que les acides aminés qui vont être biodisponibles pour l'organisme sont fortement diminués. Et donc, parmi les recommandations qui ont été faites, c'est que on doit augmenter l'apport de 25% chez les personnes âgées. L'adulte, on est aux alentours de 0,8 grammes par kilo et par jour, ce qui fait que pour un individu de 70 kilos, ça fait à peu près 56 grammes. Chez une personne âgée, eh bien, on est plutôt entre 1 et 1,1 g par kilo et par jour, ce qui représentera entre 70 et 77 grammes de protéines par jour. Et le problème, c'est que les personnes âgées, déjà naturellement, elles ont peu d'appétence pour les produits qui sont riches en protéines, elles ont peu d'appétence pour la viande, et donc, elles vont être très sensibles à la dénutrition. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors,
beaucoup de gens se sont intéressés, notamment beaucoup d'études scientifiques, à voir effectivement est-ce qu'on pouvait faire du tout végétal chez les personnes âgées. Alors jusqu'à maintenant, on vous a beaucoup présenté d'études épidémiologiques. Moi, je m'intéresserai plus à des études, j'allais dire, interventionnelles, parce que finalement, c'est ce qui est quand même le plus intéressant quand on s'intéresse à développer une stratégie nutritionnelle, de voir laquelle est la plus efficace, ou si on arrive à le faire, c'est d'aller vers des études interventionnelles. Alors beaucoup de gens se sont intéressés à voir comment les protéines végétales pouvaient être aussi efficaces chez la personne âgée que chez la personne adulte. Et à l'heure actuelle, les résultats sont quand même plutôt assez peu favorables. Je vais vous en présenter deux. Le projet premier, c'est le projet Appetite, qui avait été coordonné par Dominique Dardevet, qui dirige une unité à Clermont-Ferrand, une unité INRAE, qui travaille effectivement à développer l'utilisation des protéines végétales chez la personne âgée. Et pour ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait différents mélanges de protéines dont la composition en acides aminés permettait de se rapprocher de la composition idéale de la protéine telle que définie par la FAO. En gros, pour faire simple, la protéine idéale se rapproche des protéines du lait ou des protéines de l'œuf, à peu près, pour vous donner une petite idée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intégré ces protéines dans des repas expérimentaux et ils ont regardé effectivement si elles permettaient de délivrer en périphérie suffisamment d'acides aminés pour être utilisés pour la synthèse protéique et maintenir la masse musculaire. Et là, dans ce cas-là, la protéine de référence, celle qui est la plus efficace chez la personne âgée en termes anaboliques, c'est le lactosérum. Donc, ils avaient comparé à 30 grammes de lactosérum. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est des personnes qui avaient 74 ans. Ils recevaient en crossover l'ensemble des régimes, le lactosérum, le premier mélange de protéines végétales, le deuxième ou le troisième, et puis ils faisaient régulièrement des prises de sang. Et juste, alors, un résultat qui était connu ici, vous avez l'apparition des acides aminés essentiels après la prise de ces protéines. Eh bien, on voyait que la digestion, l'assimilation des protéines végétales était réduite de 40%. Alors, c'est des choses qui sont connues, même chez l'adulte, la biodisponibilité des protéines végétales est 30 à 40%, mais chez l'adulte, ça ne pose pas de souci, puisque généralement, notre apport protéique est largement excédentaire par rapport à ce qu'on a besoin. Chez la personne âgée, alors que les besoins sont augmentés et qu'elle mange peu de protéines, c'est effectivement quelque chose de problématique. Et surtout, quand vous regardez, ils avaient fait l'air sous la courbe et vous voyez que les acides aminés essentiels étaient réduits de 25%. Et celui qui est quel l'élément le plus anabolique, qui est la leucine, effectivement, retrouvait ce même profil. Et là où c'était plus embêtant, ils se sont vus que sur certains acides aminés, en particulier la thréonine s'était fortement diminuée, et puis des acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine, qui sont notamment la méthionine qui est un acide essentiel, eux n'étaient absolument pas augmentés après la prise de ces protéines végétales. Et donc effectivement, ils ont conclu qu'à ce stade, la biodisponibilité apparente ne permettait pas d'aller vers des mélanges qui permettaient de reproduire l'effet anabolique tel qu'observé par des protéines animales, et en particulier les protéines du lactosérum. Et chez les personnes âgées, avoir un mix constitué uniquement de protéines végétales ne permettrait pas de remplacer les protéines animales. Alors, à l'heure actuelle, il y a énormément de recherches sur la question pour essayer de trouver un certain nombre de sources de protéines végétales qui permettraient d'avoir effectivement cette efficacité. Et un deuxième élément d'une étude d'un groupe hollandais spécialiste du métabolisme protéique, parce qu'ils utilisent des technologies de traceurs donc, qui permettent d'avoir accès à la synthèse protéique musculaire. Et en gros, ils avaient comparé un régime effectivement à base de plantes versus une portion de bœuf. Alors bien sûr, c'était isocalorique et isoazoté. Ils avaient bien une augmentation avec le repas à base de viande, mais pas d'effet significatif pour le repas chez le repas constitué uniquement de végétaux. Et c'était que chez des personnes âgées, je précise bien, personnes âgées saines. Et un autre élément auquel un certain nombre de personnes se sont interrogées, c'est comment la source de notre apport protéique, parce que tout à l'heure, dans les travaux que vous ont présentés Anne-Laure et Loïc, bien sûr, c'est la source de protéines, mais il y a tout le reste qui va avec. Et
effectivement, des équipes de l'INRAE et puis de Nicole Darmon à Marseille ont essayé de voir comment on peut réduire la contribution des protéines animales aux protéines totales et de voir jusqu'à quand on ne va pas impacter l'apport des autres nutriments. Parce que généralement, il faut essayer d'intégrer tout ça, qui est quelque chose de compliqué, qui n'est pas simple. Généralement, il vous faut des gros calculateurs. Et dans ce travail, l'objectif, c'était de définir pour différentes sous-populations les niveaux minimums de protéines totales et d'essayer de réduire au maximum les protéines animales aux protéines totales pour pouvoir être compatible avec les recommandations des nutriments qui étaient de la fraction non protéique. Ils avaient utilisé des méthodologies de programmation linéaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous remets juste leur conclusion. C'est qu'en gros, quand ils descendaient en dessous de 50% de protéines d'origine animale, eh bien, on avait du mal effectivement à couvrir les besoins pour les autres nutriments, de couvrir des besoins de façon adéquate. Alors, ça ne veut pas dire que les gens étaient totalement carencés, mais on est dans la fourchette de ce qu'on appelle des subcarences, c'est-à-dire des carences qui n'auront pas de signe clinique, mais dont les conséquences sur le long terme sont difficiles à évaluer, et notamment les conséquences sur le développement de maladies chroniques. Alors, chez les patients, et quand je parle chez les patients notamment hospitalisés, se pose la question des protéines végétales versus des protéines animales. Et là, je peux vous dire, j'ai bien cherché dans la littérature, connaissant bien la question, il y a strictement rien. Alors, il y a des choses qui vont commencer à sortir, puisque un certain nombre d'industriels ont développé des produits tout végétales pour les patients à l'hôpital, en nutrition entérale ou en ce qu'on appelle en CNO. Et ce qui est assez intéressant, il y a une étude qui a été présentée à l'ESPEN l'année dernière, pas encore publiée, mais présentée en congrès, qui ont demandé aux patients leur motivation pour consommer ce genre, voilà, je veux dire, des nutritions artificielles ou des CNO à base de tout végétaux, quelle était leur motivation. Et ce qui est assez peut-être, je ne sais pas si c'est désespérant, il n'y avait que 5% qui étaient motivés, j'allais dire, par des conditions environnementales. L'essentiel, quasiment 40%, c'était pour des conditions, j'allais dire, des convictions religieuses ou des convictions culturelles. Alors l'étude avait été faite en Angleterre. Et le 20% à peu près pour des conditions, j'allais dire, pensant que c'était bénéfique pour la santé. Et pour l'instant, il y a encore peu de données, mais je pense que dans les années à venir, on arrivera à avoir un certain nombre de données dans la littérature. Mais même si effectivement, chez la personne âgée, on veut conserver un petit peu de protéines animales, on peut quand même l'orienter vers des protéines qui vont avoir un impact beaucoup plus faible beaucoup plus faible, j'allais dire, d'un point de vue environnemental. Quand je dis de consommer des protéines animales, il y a toujours entre ce qu'on dit et ce qui va être compris. Ça ne veut pas dire de consommer de la viande. Ça peut être du lait, ça peut être effectivement des œufs. Et effectivement, on peut choisir, on peut orienter les patients, notamment les personnes âgées, de conserver un petit peu de protéines animales, mais qui soit, j'allais dire, la moins impactante d'un point de vue écologique. Là, vous avez effectivement la quantité la surface nécessaire pour produire 1 kilo de protéines, ou alors effectivement la production de gaz à effet de serre. Et effectivement, même en conservant des produits d'origine animale, si vous recommandez effectivement des œufs et du lait, l'impact ne sera pas le même que si on consomme de veau, bœuf ou mouton. En conclusion, doit-on favoriser les protéines végétales? La réponse est oui, il n'y a aucun doute. Et juste, je rappelle les recommandations de l'ANSES qui recommande de consommer à peu près 70 grammes de viande par jour. Si on suivait juste ces recommandations, on diviserait par 3 la consommation de viande en France. Donc, on doit effectivement réduire drastiquement cette consommation de viande pour la santé, sur tous les problèmes que vous ont expliqués Loïc et Anne-Laure juste avant moi. Mais il peut y avoir des situations où il faut être vigilant, comme je l'ai dit, et en particulier les enfants et surtout les personnes âgées, où là, effectivement, on peut très facilement basculer d'être dans la dénutrition, ou notamment des personnes âgées qui vont avoir déjà tendance à réduire leur apport protéique, alors même que leurs besoins sont fortement augmentés. Voilà, je vous remercie de votre attention et conclut ainsi les présentations. Merci à vous tous. Alors, je vois qu'il est 20 heures et donc on va déborder de 10 minutes à peu près sur le temps qu'on s'était accordé au départ pour répondre aux quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors,
Ces questions, je vais les adresser à vous trois. Enfin, vous prenez la parole selon que vous sentez de répondre. Et je commencerai par des questions qui sont celles plutôt autour de précision sur vos interventions. Et là, il y a une question autour de l'activité physique des personnes âgées. Est-ce que ce ne serait pas cette activité physique qui détermine principalement le risque de sarcopénie? Alors, la réponse est non. C'est un élément nécessaire, indispensable, mais pas suffisant. Et quand je le fais, je présente un exemple c'était John Turner, qui était un grand psychiatre américain, qui est un adepte de musculation. Il s'est photographié à différents âges. Alors, il reste très musclé, mais on voit malgré tout la perte de la masse musculaire parce que c'est lié au fait qu'après un repas, l'effet anabolique des protéines est diminué. Il y a une littérature très riche là-dessus. C'est les travaux d'Yves Boiry à Clermont-Ferrand, enfin, d'Elena Volpi aux États-Unis. Non, oui, l'exercice physique est indispensable. C'est-à-dire que s'ils n'en font pas, on va encore aggraver la sarcopénie. Ça permet de la maintenir à un minimum, j'allais dire, ça va limiter la perte. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mais donc, du coup, je vais peut-être rebondir tout de suite sur une question que moi je me pose, c'est est-ce que quelqu'un parmi vous trois a connaissance d'études qui permet de mesurer l'impact que ça a sur une population qui est vieillissante dans les pays occidentaux et sur du coup cette surconsommation de protéines alors qu'on est dans une quasi-nécessité de végétaliser de manière très très forte notre assiette. Je pense que la réponse est un peu dans ce que disait Christophe, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre ce qu'on observe à l'échelle épidémiologique des populations, où de toute façon on consomme globalement trop de protéines, et ce que disait Christophe, c'est qu'on est de toute façon au-dessus de la consommation recommandée à l'échelle des populations, et à la fois le bon sens clinique face à un patient âgé qui vient de faire la grippe et qui a perdu 3 kilos, chez qui on doit finalement être pragmatique et l'enjeu est tellement important qu'il se renutrisse de mieux possible qu'on va aller vers ses préférences alimentaires, qu'on va aller vers ce qu'il arrive à manger pour avoir un apport alimentaire suffisant et assez enrichi en protéines. Et souvent, on a besoin de multiplier les sources de protéines parce que on est plutôt sur une perte d'appétence pour la viande en vieillissant, de toute façon. Donc, savoir conseiller où sont les protéines, éventuellement d'origine animale, mais non carnées, non, voilà, savoir qu'il y a un petit peu plus de protéines dans un fromage blanc que dans un yaourt. Enfin voilà, on va chercher les petites différences qui font qu'on va pouvoir optimiser chez une personne individuelle, hein, qui, elle, se retrouve dans la difficulté de se renutrir. Donc, je pense voilà, c'est toujours la même chose en nutrition, c'est les changements d'échelle. Ce qu'on dit à l'échelle des populations est une réalité et on doit tous tendre vers le but de manger beaucoup plus de protéines d'origine végétale, d'une manière générale de manger plus de légumes et puis moins de produits animaux et en particulier la viande rouge. Et puis après, le cas par cas de la personne qui a une condition de dénutrition et chez qui ben, on va essayer de trouver ce qui est possible pour elle de manger. À ma connaissance, pour aller dans le sens d'Alnor, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où, sur des personnes âgées saines qui avaient un niveau d'apport satisfaisant, donc qui était qui correspondait aux besoins, ils ont fait un groupe interventionnel où ils ont rajouté 30 grammes de lactosérum pendant 2 ans. Et ils ont regardé si ça avait un impact bénéfique sur la masse musculaire. La réponse est non. C'est-à-dire que d'apporter au-delà des recommandations, effectivement, n'a pas d'intérêt. Et donc là aussi, il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en apporter, faut pas être en déficit, mais en apporter plus ne fait rien, puisque en gros, vous faites de l'urée. Donc il faut être effectivement dans le juste équilibre. Euh, je rebondis avec des questions autour des œufs. A priori, un faible impact carbone par rapport à la viande a priori aussi un impact santé qui n'est pas forcément positif. Est-ce que vous pourriez clarifier cette question-là? Moi,
Dans l'étude que j'ai montrée du JAMA sur les santé, il y a un sur-risque lié aux œufs de cancer que honnêtement, je n'ai pas retrouvé dans d'autres études. Donc je pense que ce résultat ponctuel n'est pas reproduit forcément dans d'autres cohortes, est à prendre avec précaution. Je ne pense pas qu'il faille le garder forcément. Par contre, on a longtemps dit il y a un sur-risque cardiovasculaire parce que le jaune d'œuf contient beaucoup de cholestérol. Là non plus, dans ce sens négatif, on n'a pas de fortes preuves que ce soit le cas. Après, il faut savoir raison garder, hein. Moi, j'ai des patients qui en mangent 8 par jour, c'est trop, voilà. Donc, je ne sais plus quels sont les repères de consommation nutritionnelle. Il me semble que c'est 1 à 2 par jour au maximum. Et ça, voilà, ça n'a pas d'impact négatif sur la santé, mais on n'est pas obligé d'en manger autant. C'est pas une nécessité. Oui, je confirme, c'est 1 à 2 par jour, et au-delà, effectivement, ça peut devenir délétère et ce qui est toujours compliqué des fois, c'est que beaucoup de personnes sont dans un excès ou dans un sens ou dans l'autre, c'est de 0 à effectivement, 8 œufs par jour, ce qui est effectivement totalement déraisonnable. Je trouve très positif dans les recommandations de l'initiative du Lancet pour la santé durable, c'est que c'est des recommandations avec un range, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'injonction de faire ses comptes et de se dire aujourd'hui je suis pas à mes 1,5 œufs. Non, on dit c'est compatible avec la santé d'en prendre de 0 à 2, par exemple, pour l'œuf. Voilà. Et il n'y a pas qu'une seule façon de manger qui est compatible avec une bonne santé. On peut aussi s'adapter au goût et aux habitudes culturelles. D'ailleurs, à propos de culture, j'ai une question autour de la digestibilité des protéines végétales en fonction des cultures et des ethnies. Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Je crois que la question concerne plus l'adaptation du microbiote. Et ça double aussi une question que je voulais vous poser, qui était, est-ce qu'il y a en fait des patients qui, après avoir, en étant enfin, des patients adultes, est-ce qu'il y a des gens qui ont un microbiote qui n'arrive pas ou qui a beaucoup de mal à s'adapter à une alimentation qui devient végétarienne, après avoir mangé une alimentation carnée, on va dire? Alors, je vais répondre sur la partie digestibilité des protéines. La moindre digestibilité des protéines n'est pas un problème du microbiote, elle est liée au fait qu'il y a des structures généralement cellulosiques. Alors, la digestion se fait en avant, hein, c'est au niveau idéal, qui vont gêner l'accès des protéases et on va avoir dans les végétaux un certain nombre, ce qu'on appelle de facteurs antinutritionnels, des inhibiteurs d'atrypsine, de la chymotrypsine, qui vont réduire effectivement la digestion des protéines. Après, le microbiote, celui qu'on connaît le mieux, qui est effectivement au niveau colique, eh bien, à ce niveau-là, si le microbiote utilise les protéines, bah, elles ne seront plus utilisées par l'organisme parce qu'effectivement, elles peuvent utiliser l'azote à leur profit et les dérivés azotés que vont produire le microbiote n'est pas utilisé, on n'a pas de connaissance d'utilisation par l'organisme. Après, sur la digestibilité des protéines, des végétaux, c'est autre chose. Je suis bien contente que Christophe ait répondu à cette question sur laquelle je n'avais pas du tout de compétences. Moi, je rajouterais quand même qu'il y a des situations de gens qui concrètement vous disent qu'ils n'y arrivent pas hein, à augmenter les protéines, que ça leur donne les végétaux, ça leur donne des diarrhées, etc. Notamment, c'est quand même quelque chose qui est compliqué quand on a des maladies chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires de l'intestin, type maladie de Crohn par exemple, où les gens, bah voilà, quand ils augmentent leur volume de fibres, ont plus de symptômes douloureux ou de diarrhée. Donc, ils sont un peu contraints de faire des choix alimentaires qui ne sont pas les meilleurs pour leur équilibre alimentaire de santé par ailleurs. Et Et, après c'est un petit peu au cas par cas quand même, hein. Mm. et ce Alors, qui est peut-être rapporté. que ça t'interrompt, mais peut-être j'aimerais qu'on entende aussi Loïc sur ce sujet, parce que je pense qu'il a une expérience sur clinique sur le végétarisme. Est-ce que- Ce que je Oui. voulais ajouter en complément d'Anne-Laure, en dehors des situations effectivement maladies inflammatoires chroniques qui peuvent être complexes, c'est surtout en fait le conseil, c'est de faire une végétalisation qui soit progressive parce que quelqu'un qui va justement manger très peu de fibres, si du jour au lendemain il se met à prendre des céréales complètes, des légumineuses et à augmenter la part de légumes, il va se retrouver avec beaucoup de fibres d'un coup. Et d'un point de vue digestif, ça, même s'il n'a pas de problème initiaux, ça risque d'être assez compliqué à gérer. Alors que s'il prend le temps et qu'il introduit petit à petit des légumineuses
et un peu plus de fibres, progressivement, ça va être beaucoup plus confortable d'un point de vue digestif. C'est plus des Toi, changements en fait qui vont être sur le concrètement, temps. tu leur conseilles à quel rythme concrètement, toi? Bah, c'est un peu en fonction d'où ils partent, mais quelqu'un qui consomme jamais des légumineuses, la première étape, ça va être d'en consommer une fois par semaine, et puis après 2 fois par semaine, et d'augmenter petit à petit comme ça, aussi en fonction de comment ça se passe pour eux. Mais c'est Pour vraiment nous, une ça va être plutôt augmentation. quoi? De la diarrhée, des flatulences, des choses comme ça? C'est ça, c'est majoritairement un inconfort digestif. Ouais. Christophe, tu voulais rebondir? Oui, ce qui est rapporté aussi chez les personnes âgées, elles sont plus sensibles à la constipation. Effectivement, quand il y a une végétalisation, c'est à quelque chose à faire, mais comme l'a dit Loïc, il faut y aller progressivement, c'est de faire attention. Et du coup, j'ai une question qui va peut-être dans le prolongement de ce qu'on est en train de discuter, mais est-ce qu'il y a un moment préférentiel dans la journée pour l'assimilation des protéines? Alors, chez l'adulte, il n'y a pas de différence de l'effet anabolique des protéines. Par contre, chez la personne âgée, il y a eu pas mal de travaux sur ce qu'on appelle la chrononutrition, de voir notamment entre le midi et le soir. Ce qui est assez intéressant, pour des raisons qu'on n'explique pas, c'est que l'effet anabolique est beaucoup plus marqué est bien marqué à midi, mais n'est pas marqué le soir chez les personnes âgées. Ça avait été observé chez l'animal, il n'y avait pas d'explication. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont fait avec des traceurs, pareil, des choses, des très belles études, et ils ont retrouvé les mêmes résultats. Et pour avoir un effet anabolique le plus marqué, ce qui marche bien chez la personne âgée, hein, j'entends bien, c'est de concentrer l'apport protéique sur le repas du midi. Et notamment, il y a des beaux papiers où ils concentraient 80% d'apport protéique sur le repas du midi, qui permettaient d'avoir un effet anabolique certain, et même chez les personnes âgées dénutries à l'hôpital. Le seul souci, c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est compliqué à mettre en œuvre et on avait fait une étude, auparavant j'étais sur Paris, dans différents hôpitaux parisiens, où les personnes âgées dénutries récupéraient 2 kilos de masse musculaire juste en concentrant sur le repas du midi versus la prise en charge standard qui ne marchait pas. Sauf qu'après, c'est difficilement applicable dans la vraie vie. Ça a pu être fait parce que c'était un PHRC, il y avait des diététiciennes, etc. Ma recommandation, c'est de dire aux personnes âgées, bah, essayez au moins de manger, c'est-à-dire le plat, éventuellement de la viande, en disant je la mange la moitié à midi, la moitié le soir. Non, on mange tout à midi et on ne mange pas la moitié le soir, même si c'est contre-intuitif. C'est tout simplement que la charge protéique fait qu'il y en a plus qui passent en périphérie. Donc je dirais, essayez de les concentrer sur le repas du midi. Quelqu'un d'autre veut rebondir? Non, pas spécifiquement. Bah, Voilà, j'ai c'est une toujours difficile. question. Là, Ah, pardon, alors, vas-y, vas-y. non, non, c'est pas toujours facile de transposer voilà, l'analyse un peu sous laboratoire du patient à la réalité concrète Hein. du pragmatisme de la prise en charge clinique, mais bon, je n'ai pas d'éléments supplémentaires à rajouter. J'ai deux questions pour terminer, qui ont rapport avec les sportifs. Que pensez-vous du rapport entre sportifs et alimentation végétarienne? Et en particulier, que pensez-vous de ces compléments alimentaires protéinés et de leur impact environnemental? Une question pour Loïc, ça peut-être. Je sais pas, tu Bah, as la réponse, Loïc? sur le sportif, pas spécifiquement. Enfin, pour moi, le peu que j'en sais, ça va être, tout dépend le niveau de sport. Si c'est un sport, une activité physique quotidienne, ça va pas tellement modifier les recommandations. C'est plus après sur des sportifs de haut niveau où effectivement il y aura notamment les sports où il y a une volonté de prise de masse musculaire où il y aura une nécessité d'augmenter les apports de façon importante et où une alimentation plus végétale qui est souvent plus riche en fibres va être compliqué pour arriver à ces apports protéiques très importants. Mais voilà, j'ai pas de notion particulière là-dessus. Les produits protéinés qui prennent un peu de toutes sortes, c'est de la protéine de quelle origine dans ces composés-là?
C'est de la plutôt whey animal. protéine, c'est du lactosérum. Je dirais de façon un peu, comment dire, cynique, c'est payé très cher du petit lait, donc autant ça Se coûte une manger un yaourt, quoi. fortune. Voilà, autant effectivement boire du lait ou manger du fromage, vous aurez exactement le même résultat. Après, c'est d'un point de vue purement, je parle de qualité nutritionnelle, ça reste de la bonne qualité parce qu'en gros, on précipite du lactosérum pour avoir des protéines. Alors maintenant, il existe des protéines, par exemple, on peut trouver de la protéine de pois, on peut trouver de la protéine de soja, enfin, il y a tout un tas de protéines qui existent parce que le coût de production a fortement baissé et la production laitière a fortement augmenté. Donc, on arrive à trouver. Mais à ma connaissance, chez le sportif, il n'y a pas énormément de données. La seule chose que je sais en discutant avec nos collègues de STAPS, c'est qu'une alimentation végétarienne chez des sportifs de haut niveau, ça ne pose pas de problème. C'est une alimentation végane, effectivement, qui est peu compatible avec une pratique sportive de haut niveau. Alors, il y a des sportifs de haut niveau qui sont véganes, mais après, je ne sais pas quelle est leur alimentation, à quel point ils prennent Alors, des compléments, etc. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre. beaucoup d'entre eux ont avoué après que ils trichaient un peu parce qu'ils n'y arrivaient pas. C'est voilà, des discussions qu'on avait eues avec nos collègues, je pense, pour Anor avec Hervé Dubouchot ou Karine Couturier qui s'occupent à l'université des sportifs de haut niveau. C'est très compliqué quand même. C'est quand même très compliqué. Oui, mais ouais, voilà. Ou alors c'est des compléments, comme disait Loïc, quoi. Après, si vous faut se poser la question d'aller prendre voilà, des compléments qui revient à reprendre la même chose que si tu vas prendre des whey protéines, quel est enfin, bon, ça c'est une vision philosophique parce que l'impact sera le même, l'impact carbone. Je vais clore ce webinaire avec une dernière question qui fait le lien entre deux questions que j'ai vues passer dans le chat. Donc, moi, c'est la première, le lien, c'est les subcarences nutritionnelles. Est-ce que c'est dosable en médecine générale et je pense notamment à ces acides gras oméga 3, oméga 6, à ces questions de protéines aussi. Euh, et moi, je fais le lien avec ces adolescents qui décident de ne pas manger ou de manger très peu de viande pour des questions éthiques et qui rentrent en orthorexie. Oui, tu peux peut-être répondre sur la médecine générale. À ma connaissance, je suis pas sûre que ça apporte quelque chose de faire ces dosages-là, parce que les carences qu'on peut avoir sur une alimentation végane, c'est principalement la vitamine B12. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin dans les analyses. Et puis après, bon, on vient de le voir, une alimentation sans produit animal, c'est compatible avec la santé, hein, même celle d'un adolescent. Euh, donc je pense que c'est pas la peine de se braquer, de se braquer sur des choses-là. Puis surtout, je pense que dans ces cas-là, il faut rien faire pour confronter l'adolescent à certaines ambivalences. C'est-à-dire que moi j'ai un fils par exemple qui veut pas manger de produits d'origine animale parce que sa sensibilité, il veut pas qu'on ait tué un animal pour qu'il mange. Mais si ça ressemble pas à la viande, à un animal, comme par exemple dans un burger, ça va. Voilà. Donc voilà, chacun a ses petites ambivalences et puis finalement, lui, je pense que son impact carbone total n'est pas, n'est pas trop important grâce à ça. Mais voilà, faut pas, je pense, confronter derrière, faut respecter cette croyance et pas le confronter éventuellement sur les petits écarts qu'il peut faire. Parce que le problème de l'orthorexie, comme toutes les alimentations cognitives, hein, où on se donne une règle à laquelle on ne veut pas déroger, c'est que potentiellement ça amène de l'anxiété si jamais on n'arrive pas toujours à y adhérer. Et cette anxiété elle-même, elle peut être source de lâchage avec un cercle qui est celui qu'on connaît des troubles du comportement alimentaire, hein. Donc je me restreins, j'adopte une alimentation cognitive, puis quand je n'y arrive pas, parce que bah, peut-être le corps il réclame autre chose à un moment donné, et donc c'est normal qu'on aille chercher ce que le corps nous demande instinctivement, et ben là ça génère une grande anxiété et qui peut être pourvoyeuse de lâchage ou de comportements nutritionnels tout à fait inadaptés par opposition. Donc je crois que voilà, Il y a eu une évaluation, notamment sur la population française, du statut nutritionnel. Alors, vous avez regardé, on va dire, omnivore, végétarien et vegan.
Donc, en gros, végétariens avaient un statut nutritionnel et une santé qui était meilleur, effectivement, que les omnivores, comme ça a été présenté. Et sur les véganes, effectivement, il y avait la B12, mais ça met du temps à apparaître. Il y avait surtout le fer, où effectivement, il y avait une carence en fer. Et comme il n'y a pas d'oméga 3, enfin, pas d'oméga 3 de poissons, notamment d'EPA et DHA, il y avait des profils en oméga 3 qui étaient déséquilibrés. Et le gros souci, c'est qu'on n'est pas forcément malade, mais que les conséquences sur le long terme sont encore difficiles à évaluer. Alors, il y a un certain nombre de données épidémiologiques qui sont compliquées à évaluer. Il y a des données chez l'animal qui montrent notamment un impact sur le très long terme, développement cérébral, problème effectivement éventuellement de profils plutôt pro-inflammatoires qui peuvent induire une inflammation à bas bruit. Il y a encore assez peu de données pour avoir du recul. Je dirais chez les, pas végétariens, mais chez les véganes, souvent c'est le fer où là il y avait une diminution assez nette. Assez nette. Et ayant, par exemple, participé à des discussions, notamment pour le lundi vert avec des véganes, beaucoup reprochaient que leurs médecin les suivait mal là-dessus, c'est-à-dire notamment le statut en fer et que certains avaient fait des anémies parce qu'ils n'avaient pas été ou pris en charge ou suivis assez près de ce côté-là. Voilà, c'est un retour notamment de jeunes véganes. Voilà, je dis pas que c'est applicable pour tout le monde, mais c'est un Et tu es retour végane, d'expérience. sur les gens qui sont véganes, tu te fais quoi, Loïc, comme en routine? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Christophe. Justement, il y a eu un travail de thèse qui a été fait il y a quelques années sur la création d'un outil pour accompagner les médecins, enfin pour aider les médecins à accompagner leurs patients, qui s'appelle vgclick.com, qui est assez bien fait. Puis il y a aussi une partie patient pour aider à savoir quel supplément il faudrait prendre en cas de végétalisation complète de l'alimentation. Sur des véganes en routine, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Il y a pas de prise de sang spécifique à faire. C'est vraiment en fonction de la clinique. La vitamine B12, elle peut être dosée, mais de toute façon, si la personne a une alimentation végétalienne, il y aura une indication à prendre un complément en B12. Donc, quel que soit le résultat du dosage. Donc, au final, le risque, c'est de se rassurer à tort parce que, il y a des réserves. Et puis, en fait, de perdre progressivement de la B12 si on n'a pas d'apport complémentaire. Et puis d'insister aussi sur les sources d'oméga 3 pour avoir justement des oméga 3, des acides alpha-linoléniques comme on a dans l'huile de colza, les noix, etc. Les ingrédients, Euh, oui. et puis après, sur la question pour les adolescents et un éventuel changement d'alimentation, moi, le seul point de vigilance que je verrais, c'est s'il y a un changement brutal d'alimentation vers une alimentation plus restrictive, notamment végétalienne, euh, de, d'aller voir si derrière, ça peut pas masquer un trouble du comportement alimentaire. Parce que ça peut être effectivement pour des raisons éthiques, ça peut être pour des raisons environnementales comme motivation, et ça, généralement, ça pose pas de problème. C'est plus, effectivement, si c'est une motivation qui est derrière de pouvoir mieux contrôler son alimentation. Voilà, faut quand même avoir ça en tête, notamment pour les adolescents, si, en cas de changement, d'interroger simplement les motivations à ce changement pour voir si ça peut pas masquer un trouble du comportement alimentaire. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que pour les oméga 3, effectivement, notre organisme a la capacité de synthétiser à partir de l'acide linoléique et linolénique de l'EPA et du ADHA, mais pas en quantité suffisante. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à produire suffisamment de PA et DHA. On doit impérativement en trouver dans notre alimentation, essentiellement pour les poissons. Donc, si les gens absolument ne veulent pas consommer de poissons, il peut y avoir la possibilité d'acheter de l'EPA et DHA produits par des algues. On ne peut pas consommer ces algues, mais c'est produit de façon industrielle à partir d'algues qui vont produire ces oméga 3, ce PA et ce DHA qu'on peut acheter sous forme de compléments alimentaires. Je trouve que, alors, je vais reprendre la parole pour clore parce qu'on a un peu dépassé, mais je trouve que ces discussions-là ouvrent le champ euh, très difficile de la réceptivité de ce discours de transition alimentaire face à la nécessité de cette transition alimentaire.
Donc là, ça va être l'invitation en ouverture de participer au deuxième webinaire, puisque c'est clairement à ce moment-là que la CEPAM va parler des outils actionnables pour y parvenir en pratique de ville. Je vous remercie tous les trois particulièrement. Merci à la CEPAM d'avoir permis cela. Merci à mes collègues Claire, Aïcha, Clément d'avoir été en backup pour m'aider à animer ce webinaire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à toi aussi, Merci. Marc, Au revoir. de toute cette Merci. coordination. Merci Merci, Marc. Sujet bonne soirée. important.